Il y a des cas d'enquête qu'on aimerait pouvoir classer, des histoires étranges qu'on voudrait ranger dans des cases banales, comme le folklore, des hallucinations, des canulars, des erreurs d'interprétation. Et puis il y a les autres, des histoires qui résistent, des témoignages qui reviennent, mois après mois, forêt après forêt, témoin après témoin. Une créature immense, dressée sur deux jambes, avec une carrure presque humaine, mais avec une tête de prédateur. Un museau, des crocs, des yeux rouges ou jaunes, lumineux, hébergeant comme une intelligence, ou même une âme. Et cette sensation, toujours la même, celle d'être face à quelque chose qui ne devrait pas exister. Le Dogman. Pour certains, ce n'est qu'une légende moderne. Pour d'autres, un cryptide ou une manifestation liée au paranormal. Mais il existe une théorie plus dérangeante. Une théorie qui ne fait pas du Dogman un accident de la nature, ni une créature venue d'ailleurs, mais quelque chose de beaucoup plus proche de nous. Quelque chose de pensé et de fabriqué. Et si ce qui rôde dans certaines de nos forêts n'était pas né dans la nature, mais plutôt dans un programme classifié, dans un laboratoire, derrière une porte blindée, sous l'autorité d'hommes en uniforme ou de scientifiques payés pour franchir des limites non éthiques. Et si le Dogman était une expérience militaire, un projet secret, un projet raté, ou pire encore, un projet réussi? Ce soir, on va traiter cette hypothèse, non pas comme une vérité, mais comme une possibilité noire et inconfortable, et suffisamment cohérente pour hanter l'esprit. Parce que si cette théorie est vraie, alors la chose la plus terrifiante dans l'histoire du Dogman ne serait pas la créature elle-même, mais bien ceux qui l'auraient conçue. Alors tout commence avec une question simple. Quand plusieurs témoins qui ne se connaissent pas décrivent au fil des années une silhouette semblable, massive, bipède, canine, rapide, intelligente, il faut se demander ce que l'on regarde vraiment. Un animal inconnu, une erreur de perception ou autre chose. Car dans de nombreux récits, le Dogman n'est pas seulement vu comme une créature sauvage, il est décrit comme une présence calculatrice. Quelque chose qui observe et qui jauge, qui décide de s'approcher ou non. Quelque chose qui ne ressemble pas seulement à un prédateur, mais à une entité capable d'évaluer une situation. Et c'est là que le doute commence à changer de forme. Pourquoi ? Parce qu'un monstre naturel fait peur, mais un monstre qui semble presque conçu fait naître une toute autre angoisse. Une angoisse moderne. L'idée que ce monstre sort d'un programme noir, d'une branche cachée de la recherche, d'un dossier classé secret défense. Le Dogman, dans cette hypothèse, ne serait plus une anomalie sauvage. Il deviendrait un produit du secret, le résultat d'une volonté humaine, d'une ambition froide et d'une science détachée de la morale. Et à partir de ce moment-là, tout change, car ce que l'on cherche dans les bois, ce n'est plus une créature, c'est un résultat. C'est un survivant, la preuve vivante qu'un programme a existé. À première vue, cela semble excessif. Pourquoi imaginer l'armée? L'armée qui aurait des laboratoires comme clandestins? Eh bien justement, parce que l'histoire nous a appris une chose essentielle. Ce qui paraît impensable aujourd'hui a souvent déjà été tenté hier dans le secret. Les expériences sur le comportement, sur la résistance physique et sur le stress extrême, sur la guerre biologique, sur la manipulation mentale, sur des substances administrées sans consentement, mais aussi sur la manière de transformer le vivant en un outil stratégique. La frontière morale n'a jamais arrêté ceux qui pensent en termes de supériorité militaire. Et ce n'est pas qu'une formule. On sait par exemple que de 1955 à 1975, l'armée américaine a conduit à Edgewood Arsenal des études classifiées sur des militaires exposés à de faibles doses d'agents chimiques, uniquement dans le but d'évaluer leurs effets, de tester des protections et des produits pharmaceutiques. Le département des anciens combattants américains indique lui-même que ces expériences ont concerné environ 6720 militaires et 254 substances chimiques. C'est énorme.
On sait aussi que le programme MKUltra, piloté par la CIA, a bien existé. Il portait sur la manipulation mentale, les drogues, les interrogatoires et le contrôle du comportement, et a été documenté publiquement par la CIA elle-même, ainsi que par les auditions du Sénat américain. Un autre exemple glaçant, en 1950, lors de ce qui s'appelle l'opération Cispray, des bactéries ont été dispersées au-dessus de San Francisco, dans le cadre de tests militaires en milieu réel. Super. Des analyses historiques et médicales publiées dans la littérature scientifique rappellent que ces essais ont été menés sans que la population en soit informée. Même en dehors du strict cadre militaire, l'histoire américaine a aussi été marquée par l'étude de Tuskegee, où des centaines d'hommes qui n'ont pas donné de consentement éclairé n'ont pas reçu le traitement disponible contre la syphilis, y compris après la généralisation de la pénicilline. Cette affaire reste l'un des exemples les plus connus d'expérimentation non éthique sur des êtres humains. Alors non, aucun de ces cas ne prouve l'existence du dogman. Mais il prouve autre chose, et c'est déjà énorme. Des institutions puissantes ont bel et bien mené dans l'histoire des programmes secrets, dangereux ou moralement inacceptables sur le corps, l'esprit et l'exposition humaine. Et c'est précisément pour ça que cette théorie existe, parce qu'une fois qu'on accepte qu'un État ait pu expérimenter sur l'esprit, le corps, sur la peur et sur les perceptions, alors l'idée de recherche encore plus extrême cesse d'être totalement absurde. Elle devient seulement plus sombre et plus difficile à prouver. Le dogman, dans cette lecture, pourrait être la convergence de plusieurs obsessions militaires. Créer un organisme plus résistant, plus rapide, plus intimidant, plus efficace dans les environnements hostiles, plus apte à traquer, à survivre et à terroriser. Autrement dit, c'est une vraie arme vivante. Mais cette arme n'est pas nécessairement destinée à être déployée officiellement, mais peut être juste testée, évaluée, pour l'observer dans l'ombre. Alors le problème avec le dogman, en fait, c'est son corps. Il est trop grand, trop puissant, trop entre deux. Dans beaucoup de récits, on ne parle pas d'un loup, ni d'un ours, ni d'un homme, mais d'une synthèse dérangeante. C'est une architecture biologique qui ne respecte pas nos catégories. Quelque chose avec la force brute d'un grand prédateur, mais une posture qui évoque l'humain. Une créature capable de courir, de bondir, de se redresser, parfois même d'utiliser son environnement avec une aisance troublante. Et pour certains, cela suffit à classer l'affaire dans l'imaginaire. Mais pour d'autres, au contraire, c'est précisément ce caractère impossible qui alimente l'hypothèse expérimentale. Car si la nature ne produit pas facilement une telle forme, alors peut-être que cette forme n'est pas naturelle. Peut-être qu'elle a été pensée, pas forcément créée dès le départ, mais orientée, poussée ou modifiée, voire déformée par une intervention extérieure. Et là surgit l'idée la plus dérangeante de toutes, la manipulation génétique. Non pas dans sa version hollywoodienne caricaturale, mais dans une logique froide, améliorer, combiner, renforcer, optimiser, prendre les qualités d'un canidé, comme le flair, l'endurance, l'agressivité, la furtivité et l'adaptation nocturne, puis chercher à y ajouter autre chose, une motricité verticale, une force exploitable, une meilleure lecture de l'environnement et une capacité de dissuasion accrue. Et quel serait le résultat? Pas forcément un soldat parfait. Peut-être plutôt un organisme instable, un prototype monstrueux, une aberration fonctionnelle. Et c'est justement ce qui fait peur, parce qu'une expérience militaire n'a pas besoin d'être propre pour être réelle. Elle peut être sale, imparfaite et ratée. Et un projet raté peut laisser derrière lui quelque chose qui continue à vivre. Toutes les théories militaires autour du dogman convergent vers un scénario central, la perte de contrôle. Parce que si une telle créature a réellement été conçue, un problème immédiat apparaîtrait. Comment la contenir?
Comment maintenir sous contrôle un organisme puissant, potentiellement agressif et capable d'évoluer dans le noir, dans les terrains accidentés et dans les forêts? Comment empêcher sa dérive comportementale et garantir son obéissance? Comment éviter qu'un sujet expérimental cesse d'être un outil pour devenir un risque? Et si la réponse était « ils n'ont pas réussi », alors tout prend une coloration nouvelle. Les apparitions isolées, les zones reculées, les rencontres brèves, les comportements d'observation, les disparitions soudaines, le fait aussi que la créature semble parfois présente puis absente pendant des mois ou des années. On pourrait imaginer non pas une population entière, mais des survivances de quelques sujets, quelques restes biologiques d'un programme ancien dont les concepteurs auraient perdu la maîtrise. C'est une hypothèse vertigineuse, je vous l'accorde, parce que à ce moment-là, la forêt cesse d'être seulement sauvage. Elle devient une zone de fuite, le décor d'un accident jamais reconnu. Et le Dogman ne serait plus un monstre venu de l'inconnu non plus. Il serait le déchet stratégique d'un monde moderne. Alors ce qui frappe dans beaucoup de témoignages, ce n'est pas seulement la créature, c'est le lieu. Toujours ou presque, les mêmes décors reviennent. Les routes forestières, les terrains reculés, les zones militaires parfois rapprochées, les secteurs difficiles d'accès, des lieux où la présence humaine diminue brutalement après la tombée de la nuit. Bien sûr, cela peut s'expliquer autrement. Les bois nourrissent les peurs, l'obscurité déforme les perceptions, la solitude amplifie tout. Mais dans la logique de la théorie militaire, ces lieux ne sont pas anodins. Si des essais interdits avaient été menés, ce ne serait pas au centre des villes, vous serez d'accord avec moi, mais dans des zones où l'on peut cacher des infrastructures, limiter les témoins, contrôler les accès et masquer les déplacements. Autrement dit, dans exactement le genre d'endroit où naissent ces récits. Des endroits où le monde civil s'arrête et où commence autre chose. Il y a dans cette idée quelque chose de profondément cinématographique, mais aussi de très réaliste psychologiquement. Le grillage dans les bois, la route condamnée, le panneau effacé, le hangar sans marquage, le bâtiment qu'aucune carte ne mentionne clairement. Et dans cette ambiance, la théorie du dogman militaire devient presque naturelle. Comme si la créature appartenait à cet univers de marge, de clôture, de protocole et de secret. Comme si elle était l'ombre biologique d'un territoire déjà contaminé par le silence. On imagine souvent qu'une expérience militaire doit aboutir à une arme de combat pure, mais il existe une autre possibilité. Le dogman ne serait pas fait pour mener une guerre classique. Il serait fait pour reproduire ou pour produire un effet psychologique massif. Car quoi de plus désorganisant qu'une créature impossible? Quoi de plus efficace pour briser la cohérence mentale d'un témoin ou d'un soldat qu'un être qui pulvérise toutes ses certitudes biologiques? Un homme peut se défendre contre un homme, il peut fuir un animal, il peut comprendre une machine. Mais face à quelque chose qui ressemble à une fusion interdite, eh ben l'esprit décroche. Et c'est peut-être là la vraie puissance d'un tel organisme. Faire paniquer, faire douter, provoquer un état de sidération, installer une peur durable. Un village où circulent de tels récits change. Les promeneurs évitent certaines zones. Les témoignages se contredisent, les autorités n'ont même pas besoin d'intervenir. Le ridicule public suffit à neutraliser ceux qui ont vu quelque chose. Dans cette lecture, le dogman serait presque l'arme parfaite. Pas parce qu'il serait invincible, mais parce qu'il serait incroyablement difficile à intégrer rationnellement. Et qu'une cible confuse est déjà une cible affaiblie. Ce n'est plus seulement un monstre, c'est une rupture cognitive sur pattes. Alors depuis toujours, les armées rêvent de dépasser les limites humaines. Courir plus vite, voir mieux la nuit, tenir plus longtemps, encaisser davantage, obéir sans faille, ne pas craquer. Ce rêve traverse toute l'histoire moderne. Le soldat augmenté, le combattant optimisé, l'humain amélioré. Et lorsque cette logique devient obsessionnelle, elle peut ouvrir la porte aux scénarios les plus inquiétants.
Dans certains récits, le dogman serait lié non pas à un animal expérimental, mais à des recherches sur le soldat du futur, un être à mi-chemin entre la machine de guerre et l'organisme vivant. Quelque chose de pensé pour survivre là où l'humain ordinaire échoue. Cela semble extrême, mais l'extrême est précisément ce que recherchent parfois les programmes les plus noirs. Le problème, c'est que lorsqu'on pousse trop loin la logique de performance, on cesse de produire un soldat. On commence à produire autre chose. Un être qui n'entre plus dans la norme humaine. Un être dont la stabilité mentale, l'identité, le comportement, la compatibilité sociale ne sont plus du tout garantis. C'est un être qui peut remplir une fonction, mais ne peut plus appartenir au monde ordinaire. Le dogman, dans cette lecture, serait l'enfant monstrueux du fantasme militaire de perfection. Non pas la victoire de la science, mais son dérapage. Ce qui rend cette théorie si persistante, ce n'est pas seulement la créature, c'est aussi la manière dont les récits finissent souvent dans le vide. Les témoins parlent, puis on les oublie, on les ridiculise, on les reclasse parmi les affabulateurs. Et d'une certaine façon, c'est exactement ce qu'il faudrait pour qu'un programme de ce type reste enterré. Pas besoin de censure spectaculaire, pas besoin d'hommes en noir à chaque croisement de rue. Il suffit d'un monde où l'extraordinaire se dissout automatiquement dans le sarcasme. C'est le système idéal de camouflage. C'est celui où les témoins se discréditent tout seuls, simplement en racontant ce qu'ils ont vu. Et c'est là que cette théorie devient glaçante, parce qu'elle suggère que le secret n'est pas seulement protégé par des murs, il est protégé par la structure même de notre culture, par notre besoin de normalité, par notre rejet instinctif de ce qui menace notre vision du réel. Alors les récits s'accumulent, sans jamais former un dossier irréfutable, mais seulement en laissant derrière eux une traînée de malaise, une mosaïque de récits trop étrange pour convaincre et trop semblable pour être totalement ignoré. Alors soyons lucides, cette théorie a des faiblesses énormes, on s'en doute. Aucune preuve officielle définitive, aucun document public irréfutable, aucun corps reconnu, aucun aveu crédible et vérifiable qui refermerait le dossier. Et sur le plan biologique, un tel être poserait des défis immenses. La stabilité, la croissance, le métabolisme, sa mobilité, sa survie autonome, sa reproduction même éventuellement, et sa gestion comportementale. Ce serait un cauchemar scientifique autant que militaire. Malgré tout, la théorie survit. Pourquoi ? Parce que l'absence de preuves n'éteint pas toujours un soupçon. Surtout lorsque ce soupçon s'appuie sur des précédents historiques bien réels, comme les programmes secrets, les expériences cachées, les manipulations révélées tardivement, les mensonges d'État, les zones d'ombre entretenues pendant des décennies. Autrement dit, même sans preuve directe du dogme militaire, il existe déjà suffisamment de matière historique pour rendre ce type d'idée psychologiquement crédible. Pas démontré, mais crédible. Et entre l'impossible et le prouvé, il existe souvent un territoire brumeux. Et c'est dans ce brouillard que cette théorie prospère. Alors les amis, le dogman est-il une expérience militaire ? Peut-être pas. Peut-être que tout cela n'est qu'un assemblage de peurs modernes, de folklore, d'erreurs d'interception ou d'obsessions conspirationnistes. Mais peut-être aussi que certaines histoires sont plus proches du réel qu'on ne veut l'admettre. Peut-être que quelque part dans des archives fermées, dans des bases oubliées, dans des couloirs sans fenêtres, des hommes ont réellement tenté de transformer le vivant en instrument, qu'ils ont franchi une limite, qu'ils ont créé quelque chose qu'ils ne pouvaient plus contrôler et qu'ils ont ensuite refermé les portes en espérant que le silence suffirait. Et peut-être que dans certaines forêts, ce silence marche encore. Car au fond, ce qui fait peur dans cette théorie, ce n'est pas seulement l'idée d'un monstre. C'est l'idée que cette chose ait été voulue, pensée et même financée. L'idée qu'au lieu de surgir du chaos de la nature, il soit né de l'ordre froid d'un protocole.
Alors les amis, la prochaine fois que quelqu'un parle d'une silhouette immense entre les arbres, d'un regard lumineux chargé d'une intelligence presque humaine, d'une présence qui semble à la fois sauvage et artificielle, alors posez-vous cette question. Et si ce n'était pas la nature qui avait dérapé, mais si c'était nous? Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle théorie sur le dogman militaire vous aura plu. J'ai un peu creusé, hein, ça a été un petit boulot à effectuer, c'était bien sympa, ça m'a bien plu, parce que je la trouve, alors je la cautionne pas vraiment, hein, mais alors je sais pas, cette théorie, je l'affirme pas à 100%, hein, loin de là, hein, ça me paraît un peu gros, mais il fallait que je la travaille, parce qu'elle est quand même écoutable, hein, il y a des zones, il y a des trucs qui sont pas bêtes du tout là-dedans. Voilà, moi je penche pas trop là-dedans, mais pourquoi pas, il y a des zones étranges, voilà, c'est why not. Donc les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'hab à cliquer, à liker, à commenter, et à partager et à booster aussi, ça serait vachement bien pour nous aider à faire un peu monter le nombre de vues des vidéos, parce que là ça devient hyper compliqué pour nous. On aimerait bien que la chaîne avance un peu plus vite. Voilà, donc si vous pouvez nous aider à faire ça en boostant et en likant de votre côté, en partageant, ça serait super top. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et sortez couverts parce qu'il fait encore un peu frais dehors en ce moment, hein. Voilà, c'est pas, c'est le printemps, hein, donc méfie. Allez, ciao les amis, à plus, bye bye.